midi, vous êtes sur la chaîne 22 et c'est l'émission L'invité du midi qui rentre chez vous à l'instant. Et merci à vous qui regardez cette émission et également merci de vos commentaires et suggestions. Plus que le simple cri d'un patriote, le livre Haïti des mots et des remèdes est une main tendue par le professeur Saint-Tony Fanfan à la jeunesse de son pays. En effet, ce livre propose non seulement une radiographie de nos malheurs, mais aussi des pistes de solutions pouvant aider le pays à sortir de cette impasse interminable dans laquelle il se trouve depuis quelques années. Sans se poser en donneur de leçons, le jeune communicologue Saint-Tony Fanfan pose certaines questions pour mieux comprendre comment nous sommes arrivés là. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons aux grands de mon pays, nous dit Saint-Tony Fanfan. Comme citoyen, je me sens indigné en regardant avec amertume la souffrance d'un peuple. Comme celui qui est né, grandi et qui est appelé à vieillir ici, j'ai le droit de poser certaines questions. Sommes-nous des humains condamnés à vivre ensemble? Notre bonheur se trouve-t-il ici? Aimons-nous Haïti? Aimons-nous les uns les autres? La politique est-elle faite pour détruire ou construire? L'économie est-elle orientée vers la création de richesses? La religion est-elle déconnectée avec les problèmes du pays? L'éducation est-elle conçue pour former des déracinés? Autant de questions qui font l'objet de ce livre et qui interpellent à la fois la jeunesse haïtienne, la presse haïtienne notamment, ainsi que les politiques et les acteurs de la société civile dont l'Église. Tous les agents de socialisation sont interpellés. Saint-Tony Fanfan, auteur de cet ouvrage, est également professeur de communication à la Faculté des sciences humaines et recteur de l'Université innovatrice d'Haïti. Bonsoir et bienvenue Saint-Tony, bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les super branchés de l'émission L'invité du midi. Donc c'est un honneur, c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui pour parler de ce livre Haïti des mots et des remèdes. Donc comme professeur d'université, comme recteur de l'Université innovatrice d'Haïti, mais aussi comme citoyen, je crois qu'on aura l'occasion, bien sûr, en quelque sorte, de passer en revue le contenu de ce livre qui nous permettra, bien sûr, de voir notre pays, disons, avec des lunettes, je dirais, des lunettes qui nous permettront, bien sûr, de saisir et d'appréhender les problèmes de ce pays autrement. D'accord, merci Saint-Tony d'avoir accepté de passer sur le plateau de l'invité du midi. Pendant que vous dites, vous êtes recteur d'université, ça me m'est passé comme ça par la tête. Nous ne pas le doctorat nous-mêmes. Nous pas le doctorat. Parce que normalement, de non-bas, on a dit, monsieur, bon, mon doctorat là, c'est... Je vois qu'on donne des doctorats en veux-tu, en voilà dans ce pays. Voilà, parce que c'est des problèmes qui nous interpellent, mais c'est des problèmes qui nous portent justement à réfléchir sur la banalisation pour moi-même, de certaines choses qui sont très sérieuses, d'accord? Parce que la question universitaire, donc c'est une question vraiment importante pour une société. D'ailleurs, on ne peut pas parler de développement d'une société en dehors de l'université comme espace de production et de conservation de savoir, comme espace justement de recherche et comme espace de service à la communauté. Donc l'université doit être justement perçue comme un véritable espace qui a fait justement promotion pour le savoir, promotion pour la science, mais aussi promotion pour question de développement. Donc, je pense que dans la société, il y a des réflexions qui sont faites sur ça, la question de gouvernance universitaire, mais aussi permettre que nous poser des problèmes de façon scientifique et qui permettre que question grade académique, nous comprenions. Parce que quand on étudie universitaire, généralement, il est divisé en 3 cycles. Le premier cycle, c'est la licence, le deuxième cycle, c'est la maîtrise, le troisième cycle, c'est le doctorat. Donc, généralement, avoir le titre de docteur, donc ça veut dire beaucoup. Et c'est pourquoi donc celui par exemple qui est justement doctorat, donc généralement c'est quelqu'un en quelque sorte qui s'adonne à la recherche et c'est pas un titre que bail comme ça. C'est-à-dire vraiment donc il faut justement non seulement gagner la scolarité, ça veut dire qu'il faut étudier, mais aussi après scolarité il faut justement produire une thèse, c'est-à-dire un travail de recherche donc qui permet que ou en quelque sorte réfléchir sur un problème. Et ça nous a fait produit de réflexion, de connaissances sur problèmes qu'on investigue, problèmes justement
ou essayer d'étudier. Parce que généralement, quand on parlait de doctorat honoris causa, et par rapport bien sûr à expérience, oui, par acquis de l'expérience, évidemment, on a un diplôme de doctorat à honoris causa. Évidemment. Même parce que, même là encore, il y a des critères donc, pour arriver justement à mon titre. Ça. Donc ça veut dire, parce que, au moins, donc, il y a des réflexions qui sont posées faites sur les questions, j'en ai. Mais est-ce qu'une université qui, c'est pas sujet émission, mais aussi recteur d'université, m'a profité pour poser quelques questions sur ça. Est-ce qu'une université qui lui-même pas un programme de doctorat, qui pas délivrer aucun diplôme de doctorat académique, capable autoriser tête libre pour le bon monde un doctorat honoris causa ou bien quelle que soit la forme de doctorat à t'apprendre? Bon, il est vrai que, parce que c'est un non-sens, hein, parce que les sont non-sens, dans le sens que, donc, au sont université de premier cycle, et puis, on bail, disons, et de papier, disons, troisième ou bien deuxième cycle. Parce que là, il y a des réflexions qui sont posées faites sur ça. Parce que, bah, justement, donc, à l'entrée, on a dit ça, non. Et nos discussions autour de questions ça, parce qu'il y a des réflexions qui sont posées faites beaucoup plus profondes sur questions que Jean papier à bail dans l'université, mais aussi de regarder qui impact que le cas gagné sur le monde universitaire, c'est-à-dire sur questions enseignement supérieur en Haïti, parce que donc je pensais que il y a l'image de l'université, l'image de l'université à l'interne, mais aussi l'image de l'université haïtienne à l'externe, parce que quand maintenant et des professeurs d'université ou des universitaires, des scientifiques, des chercheurs, ok, en quelque sorte, attendaient que voilà, maintenant comment on va faire en Haïti, ils sont capables même douter de questions graduées, de questions diplômes que nous avons délivrés, parce que c'est un problème assez sérieux et que nous supposons justement, en quelque sorte, un petit peu prudent par rapport à Jean a fait bagaille et en quelque sorte à Jean a structuré ok bagaille, parce que demander peut-être que comme j'en dis. Donc l'objectif, ce n'est pas, disons, réfléchir ou bien intervenir sur le problème universitaire en termes de structure, en termes de fonctionnement, en termes d'organisation, mais aussi dans le genre, disons, papier ou à bail, même parce que c'est l'occasion justement pour nous gagner, pour nous garder question, disons, université en Haïti, donc qui ça allait justement faire face à un certain de problèmes, notamment genre question papier à bail dans l'université. Oui, extraordinaire parce que ici, toute bagaille vient banaliser, toute bagaille vient pas gagner importance encore. Et on a regardé dans notre pays, ça c'est des bagailles qui ont d'importance capitale, qui ont une importance vraiment cruciale. C'est comme presque sacré, la question de diplomation. Oui, mais justement, parce que là, et si vous regardez bien, quel que soit le pays qui voulait justement accéder au développement, qui ça va faire, ils investissent dans le monde, ils investissent dans l'université, encourager recherche, encourager production de savoir, produits de réflexion pour permettre que nous abordions des problèmes société à faire face et garder justement comment l'université est capable d'adresser ces problèmes, aider les sociétés à résoudre les problèmes. Je pense que, je toujours dis que l'université, c'est le dernier rempart aux sociétés. Les sociétés sont malades, les sociétés ont mal fonctionné, les sociétés je veux dire, à faire face à des problèmes. Donc, l'université est supposée là comme un espace de réflexion, de débat, de discussion, de recherche qui est capable de permettre que nous porter réponse par rapport à problème. Parce que moi-même, toujours dis que ça n'a vivre là en Haïti, donc ce n'est pas une fatalité. Et si nous ne pas croire que c'est une fatalité, parce que dorénavant, il faut que nous, institutions et places, permettre que, disons, dans l'institution, il y ait de réflexion qu'a fait, de travail qu'a fait, pour que le problème soit posé de façon scientifique. Parce que si maintenant, dans l'université, nous avons ça le clientélisme, le favoritisme, ça veut dire donc favoriser le monde par rapport à statut, par rapport à poste, pour en quelque sorte ballon papier, etc. On pas faire sous ça, sous question de mérite, ça la méritocratie. Donc parce que son problème, un, qui parle affecter l'image universitaire, mais aussi son problème qui parle aussi porter justement notre regard sur question universitaire là, mais aussi jeunes qui parlent entrer dans l'université. Donc ça a porté justement à gagner l'autre regard, l'autre perception sur l'université comme un espace non seulement d'enseignement, un espace de production de cadres, de ressources pour la société. Donc parce que ça nous pas qu'à justement jouer avec eux. Nous en quelque sorte désormais de penser que faut nous repenser la question universitaire en Haïti, faut nous repenser la question
de gouvernance universitaire en Haïti pour permettre que, dans la question universitaire, n'est pas seulement justement rentrer dans le cadre de production ou fabrication justement des diplômés ou des diplômes. Parce que moi-même, je dis, il y a des espaces qui ne sont pas justement considérés comme des espaces universitaires, mais c'est plutôt des usines ou en quelque sorte des industries qui produisent des centres techniques universitaires. Parce que moi, il est vrai que Samy, on n'est pas, même quand on n'est pas venu pour cela ici aujourd'hui, mais il faut dire que la question universitaire est tellement sensible. C'est pourquoi, par exemple, après que à l'université, sous partie de l'approche fonctionnaliste, après que ils ont attribué à l'université un ensemble de fonctions. Par exemple, première fonction universitaire, c'est la fonction d'enseignement. Et lorsque nous parlons de la question d'enseignement, donc il y a le cadre physique, il y a justement le cadre physique ou l'environnement d'apprentissage, mais il y a aussi la question de la formation des professeurs, c'est-à-dire est-ce que vraiment, disons, nous avons des professeurs qui sont du curriculum également, curriculum, etc., mais aussi la question, bien sûr, de matériel, c'est-à-dire questions didactiques, questions livres, questions laboratoires, questions bibliothèques, etc. Parce que tout ça est rentré dans la question enseignement, question comment transmission savoir est faite, comment, disons, réception de savoir fait. Mais aussi, il y a la question de service à la communauté, parce que je pense que c'est une fonction qui est un petit peu négligée ou banalisée par les universités haïtiennes. Pourquoi? Parce que on sentit que l'université n'a pas accompagné la société dans déchéance, dans l'effondrement. C'est donc que l'université a accompagné la société dans l'effondrement. Parce que, l'université tu supposé là pour aider la société à joindre réponse à problème ou bien adresser justement problème que j'ai posé. Parce que question service à la communauté, elle posait de sérieux problèmes. Mais l'autre problème que nous avons regardé, question universitaire, c'est la question de recherche. Bon, là, je ne vais pas totalement, disons, condamner l'université parce que pour question de recherche, parce que la recherche coûte cher. C'est-à-dire pour faire recherche, il faut un financement à la recherche. L'université n'est pas justement financée. C'est-à-dire après, généralement, c'est des groupes ou des particuliers qui sortent de la classe moyenne et qui décidaient justement fonder une université. Mais dans le fond de l'université, ça permet que vous compenser le déficit qui gagne en termes d'enseignement supérieur. Parce que, il faut me dire bien, ça met, donc, nous pose un problème assez sérieux. Donc, en Haïti, pas gain d'investissement sérieux qui fait dans la question universitaire. Parce qu'après, c'est en quelque sorte de groupe de personnes au niveau de la classe moyenne qui décident, dit bon, ok, il y a fondé une université, mais est-ce que qui investissement sérieux durant ces dernières décennies qui fait dans le monde universitaire? Pas vraiment. Même pas disons, vraiment. Sinon c'est pas la République dominicaine évidemment qui a recevoir puis faut étudier nous et par conséquent qui a recevoir puis faut dollar nous tout parce que l'université en République dominicaine c'est une université payante donc en pile compatriotes nous c'est là retourner et tête yo pour aller chercher et on paie l'instruction parce que il pas joindre ni site. Bon. Et là on regarde on finir avec ça parce qu'on va finir avec fonction et là peut-être soit posé on a posé un problème du point de vue quantitatif peut-être un problème côté que un déficit d'espace etc. pour pouvoir en quelque sorte répondre à la demande là, c'est-à-dire qu'on demande que machin pas qu'à justement satisfaire. Donc je suis obligé qui était payant pour aller peut-être avant même que nous rentrions dans la question qualitative là, mais il faut regarder aussi question quantitative. Combien d'universités que nous gagnons et quel investissement sérieux qu'a fait dans le secteur ça. Et dernière fonction universitaire, c'est la fonction de production de conservation de savoir. Dans l'université, il faut honnête avant ça, donc pas gain ça a un encouragement à production et en quelque sorte conservation de savoir. Combien disons revues scientifiques qui gagnent dans l'université là, ou bien peut-être après quelques universités qui tentaient soit mettre bon une lettre ou un cahier ou un magazine etc. Mais pas de revues scientifiques sérieuses disons dans l'université qui a posé des problèmes et qui a réfléchi sur des problèmes justement et dans la société. Donc je pense que le problème universitaire est assez sérieux. Je pense que dans l'autre émission, si vous voulez, donc nous allons essayer d'aborder la question ça. Définitivement. Donc, Saint-Tony Fanfan, vous faites paraître ton livre, Haïti des mots et des remèdes. Et côté où on peut essayer non seulement identifier qui ça qui problème nous, qui bon nous passer pour nous tomber côté nous là aujourd'hui. Et ça nous est capable de un diagnostic de la situation actuelle, mais en même temps tout. On profite pour poser des pistes de solutions pour dire mais qui j'en a fait pour nous sortir dans ça nous là.
Oui, évidemment. Alors, Haïti, des mots et des remèdes, rapidement. Et Samine a dit que c'est un livre qui est écrit dans deux périodes. Il y a la période de pays loc politique que nous te connaissons, et puis pays, disons, période de coronavirus. Donc, au cours de ces deux périodes, on connaît que tu as plus ou moins un moment de cassure, ok, arène activité professionnelle. Et donc, nous avons été là, nous. Et puis, nous avons réfléchi, nous dit, est-ce que vraiment, donc, on peut regarder passivement, ok, ça n'a vivre comme situation, le chaos, le drame haïtien, etc. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à produire des textes. Des textes, dans pile de textes que nous avons publiés dans le journal Le National et dans le journal Le Nouvelliste, ok. Et puis, donc, nous avons dit que nous allons faire une sélection d'un ensemble de textes parce que au cours de ces deux périodes, nous produit environ 254 textes, environ 700 pensées. Donc, après, on prend 43 là-dedans, 43 ou 44 textes, et puis avec quelques pensées, on fait volume 1. Ça veut dire qu'il y a plusieurs volumes qui apparaissent sur ça. Alors, Haïti des mots et des remèdes, nous avons carré le tout, Haïti des problèmes et des solutions. Maintenant, pour qui ça, nous venons avec ça? C'est parce que moi-même, comme citoyen, me dis que je ne peux pas vivre passivement, ça n'a vivre là comme drame, comme chaos, comme, je dirais, crise. Parce que nous avons, disons, une crise pluridimensionnelle, une crise, disons, multiforme, c'est-à-dire une crise côté que tout compartiment de la société, on sentit, en quelque sorte secoué, en quelque sorte effondré. Maintenant, Dr. Nabgade nous dit, nous parler justement, rester comme spectateur, mais aussi comme, je dirais, au silence complice par rapport à ça n'a vivre là, nous dit, en quelque sorte, produit de réflexion et qui permettre que donc nous pousser, nous inciter justement d'autres personnes à réfléchir, mais aussi à se mettre ensemble pour être capable justement joindre ça au relais, faire le grand faisceau, la grande synergie, pour être capable en quelque sorte bailler une réponse par rapport à ça n'a vivre comme réalité là. Et pour cela qui s'en dit, nous voulons en quelque sorte ici en démarquer de certains discours parce que il y a des discours qui nous divisent, des discours qui nous font peur, des discours qui en quelque sorte font croire que Haïti va avoir les qu'un côté. Donc, pour nous regarder en quelque sorte problème avec, disons, un discours pessimiste, fataliste, défaitiste, c'est comme quoi on est condamné à rester là, etc. Donc, ne pas aller qu'un côté. Moi-même, dis non. Parce que de mon lieu, on va même jusqu'à dire qu'on a fait un pacte avec le diable. Et bon, et voilà. Maintenant, ça, c'est des approches théologiques, métaphysiques. C'est des bagages qui, justement, pas en quelque sorte chita sous Sandra. C'est la pensée magico-religieuse en action. La pensée magico-religieuse en action. Et je pense que le mal haïtien, pour moi-même, il rentre dans le processus. Sont construit. C'est-à-dire, c'est pas au hasard que nous sommes là. Nous ne sommes pas là au hasard. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus historique qui permet que nous regardions depuis, disons, période de coloniale, disons post-coloniale, qui en quelque sorte, comment justement nous arriver développer rapport nous disons avec l'autre, mais aussi rapport nous avec le territoire, là, qui parle justement de nous, résultats que nous gagnons. Maintenant, moi je dis que donc nous ne sommes pas capables justement de regarder la réalité de façon justement fataliste, et pour cela, nous dit que on essaye maintenant placer l'humain au centre de tout ça que nous vivons comme réalité là. Et le fait que disons nous placer le monde au centre de toute réflexion, et bien nous dit que, eh bien voilà, l'ensemble des problèmes que nous vivons là et que moi essaie d'aborder à partir d'une approche systémique, à partir d'une approche holistique, parce que je ne dis là, le problème que Haïti a vivre là, c'est un problème qui est à la fois complexe, qui est endémique, mais aussi qui a un pile enjeu au détail et au complexe. Maintenant, par rapport à ça, nous dit que, à partir d'une approche holistique ou bien une approche pluridisciplinaire, qui permet que non seulement nous essayons de garder les problèmes, disons, en profondeur, nous essayons de garder, disons, de façon profonde, mais aussi, par rapport à ça, nous avons regardé qui réponse que nous sommes capables justement de porter à eux. Maintenant, par rapport à ça, qui ça nous dit que, eh bien, par rapport à tout ça, nous vivons comme problème, là, quitte c'est politique, quitte c'est social, quitte c'est environnemental, quitte c'est économique, quitte c'est culturel, etc., eh bien, nous dit que il y a deux façons que nous sommes capables justement de résoudre. La première façon, c'est redéfinir rapport nous l'un avec l'autre. Parce que, l'aime dire redéfinir rapport nous l'un avec l'autre, ça veut dire, faut, je dis, nous d'accord que
Et chaque Haïtien est une valeur, quel que soit à côté de l'été, quel que soit à côté de sortie, origine sociale, appartenance, quelle que soit la classe sociale que l'appartenir à lui-même, depuis le Haïtien est considéré comme une valeur. Qui dit sorti Cité Soleil, qui dit sorti Gravine, qui dit sorti Delma 2, qui dit sorti et Martissan, quelle que soit origine sociale, considéré comme une valeur. Et le fait que, disons, ou considérer Haïtien comme une valeur, c'est-à-dire quelqu'un un bras utile qui est capable de participer dans le développement, quel que soit le niveau social, quel que soit niveau social, quel que soit le rang social, il faut que justement nous considérer l'humain, disons, comme un facteur de développement. Et nous, la preuve en est grande. Le monde, disons, soutien en Haïti, même quand il n'y a pas de conneries, même quand il n'y a pas de conneries, là, il va à Saint-Domingue, il jeune place, là, il va à Chili, pas qu'on ait peut-être 32 vues qu'elle a plein et qu'elle ne doit pas prendre. Dans le Haïti, il était un véritable consommateur. Évidemment. Aussitôt qu'il traversait dans l'autre pays, il venait qu'à produire. Oui, justement, parce que là, vous sentez que ça permet que les produit, c'est parce que le système que là-dedans, il a encadré. Et en quelque sorte, lui permettre que justement les jeunes placent. Et je pense que c'est ça que mettez dans condition pour le produire. Évidemment, mettez dans condition pour le produire, parce que moi, je dis, il y a deux approches que nous supposons justement garder dans ce sens. C'est l'approche malthusianiste et l'approche nataliste. Donc, selon, disons, les Malthus, l'approche malthusianiste, se dit autant d'individus que l'on a dans une société, c'est autant de bouches que l'on a à nourrir. Tandis que donc l'approche nataliste dit autant d'individus que l'on a dans une société, c'est autant de bras que l'on a pour travailler. Ça veut dire, à partir de ces deux grandes approches, nous comprenons que nous d'abord, en quelque sorte supposé considérer comme quelqu'un, disons, et à qui on doit en quelque sorte, je dirais, satisfaire certains besoins. Si vous permettez, moi, dans le malthusianisme, par contre, mon problème, c'est que le malthusianisme, il postulait comme principe tout que richesse, ressources qui gagnent, pas assez pour tout le monde qui vit sur Terre. C'est-à-dire, à un moment de la durée, et on n'est pas obligé de faire des choix. Et il y a des gens qui ont péri parce que justement, les ressources ne sont pas suffisantes pour tout le monde. Bon, justement, bon, soit approche théorique, on a toute approche théorique, il y a des limites, il y a des faiblesses. Et ça veut dire même si on a un pile bras pour travail, mais c'est qui quantité de ressources qu'il y a pas arrivé à produire pour permettre tout le monde de vivre normalement sur la terre. Évidemment. Alors, ça, nuance que nous supposons apporter encore par rapport à ce que c'est adéquation qui supposait gagner entre la croissance économique et la croissance démographique. Parce que lorsqu'on pays côté que croissance démographique là, est nettement supérieure à la croissance économique, on peut créer un dysfonctionnement et en quelque sorte, on ne peut pas arriver justement à nourrir toutes les bouches. Et là, c'est là que l'approche malthusienne justement il y a une importance, dans le sens que il est toujours demander pour gagner ça, il y a une meilleure articulation, il y a une meilleure adéquation entre disons, croissance démographique la faite et en quelque sorte pour nous capable produire davantage, pour nous capable arriver nourrir l'ensemble justement des bouches qui existaient. Parce que ça est quelque part les gagnants importance ni approche là, OK, même quand nous regardons des faiblesses et tout, parce que lui en quelque sorte dit effectivement, donc là où une population qui a augmenté, donc c'est les poils fait plus et les poils fait plus exigence pour capable justement répondre à un ensemble de besoins qui gagnent surtout en termes d'alimentation et aussi en termes justement de logement. Et soit regardé en Haïti, donc nous avons un gros problème. Donc le bon croissance démographique qui en quelque sorte élevée, le bon croissance économique qui en quelque sorte très bas. Et là, je pense que ça crée, ça a brûlé en sorte de dysfonctionnement de la société et qui m'a dit qu'il faut que nous repensions question justement comment on a produit, repenser question économique là, mais aussi repenser disons approche démographique. Parce que c'est pourquoi on est venu avec ça relais planning familial et aussi aborder cette question de fécondité pour voir maintenant comment il est capable de permettre. Ça va gagner longtemps Chinois ont réussi autorisé qu'on Chinois capable de gagner 3 petites. Oui, justement, parce que la Chine a utilisé ça, la politique de l'enfant unique, et à partir de cette politique, il a retiré un peu le monde dans la pauvreté. Mais quand il y a un peu de critique qui était faite sur ça, les institutions de droits de l'homme qui disent que bon voilà, donc il y a de l'autre problème, par exemple, quand on a des informations, il y a près de 14 millions de Chinois qui ne peuvent pas exister. Ouais. Parce qu'on va enregistrer en quel côté. Bon, évidemment. Donc, il y a un ensemble de problèmes. Parce que gagner au moins
et l'on a essayé d'adresser ces problèmes, certaines fois, donc, gagner quand même de lacunes, gagner quand même de faiblesses. Donc, c'est normal. Même parce que, approche que moi-même, je pense que qui est fondamentale et que nous avons supposé appliquer en Haïti, approche nataliste. Parce qu'il faut considérer que chaque monde, c'est un bras utile, ok, ou c'est des bras utiles capables de participer dans la transformation sociétale, capables d'impliquer. Donc c'est mon qui richesse là, en fait. Justement, la première richesse, la première ressource d'un pays, c'est l'humain. Et quel que soit le pays qui veut développer, qui tout prend la République dominicaine, qui tout prend le Japon, d'ailleurs, si je prends l'exemple du Japon, après l'aide de bombes Hiroshima, que la guerre sur Hiroshima Nagasaki, donc là, le Japon, justement, refait. Ok, imaginez le Japon justement arrivé développer à partir bien sûr de investissement dans le monde. Donc on pense que investissement dans l'humain, donc c'est le plus grand investissement et c'est l'investissement justement plus rentable et en quelque sorte c'est un investissement qui est capable de paraître et plus, je dirais, important à faire pour pouvoir en quelque sorte développer un pays. Donc parce que premier barrage, c'est considérer l'humain, ok, comme le premier facteur de développement et qui permet que nous sortions dans ça. Mais deuxième facteur, le deuxième élément que nous avons supposé prendre en compte, c'est redéfinir pour nous avec le territoire. L'aime dire redéfinir pour nous avec le territoire, ça veut dire c'est voir le territoire, ok, comme disons espace côté que nous sommes capables d'assurer le bonheur. Notre destin doit être lié à notre territoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être nous comme des personnes qui sont en transit, comme des déracinés, comme des gens qui sont là mais qui attendent le bon moment pour partir. Parce que quand maintenant, on vit dans un pays et que, ou pas de bonheur par rapport à pays, ou pas de réussite par rapport à pays, ou pas de bien-être par rapport à pays, ou pas d'avenir par rapport à pays, donc on ne peut pas réaliser absolument rien. Et je pense que tout problème Haïti là, c'est parce que tout simplement nous pas jamais bonheur nous par rapport à Haïti. En fait, surtout, disons, ceux en quelque sorte que nous gouvernent, ceux en quelque sorte qui dirigent. Donc, pas jamais justement permettre que, disons, l'ensemble des Haïtiens capables en quelque sorte imprégner de pays, en quelque sorte développer ça, le sentiment d'appartenance, attaché justement à un milieu et ouais, disons, comme en quelque sorte acteur de changement, comme du monde qui est capable d'impliquer dans la vie de leur communauté. Je pense que ça, c'est fondamental, et moi, le dire, et Samy, la vulnérabilité du territoire, il traduit aussi la vulnérabilité de ceux et celles qui l'habitent. Parce que, le territoire ici, c'est un territoire qui est très vulnérable. Vulnérable surtout par rapport aux aléas naturels, par rapport aux catastrophes naturelles. Est-ce que vous savez, Samy, que nous avons 8 départements sur 10, c'est-à-dire qui gagnent 80% de la population haïtienne, celui qui est exposé à 2 grandes failles, la faille septentrionale et la faille anglikio. Ça veut dire à n'importe quel moment qu'on a un tremblement de terre majeur en Haïti, pire que ça ne dégagné 12 janvier 2010. Maintenant, est-ce que vraiment donc, nous allons continuer à vivre, disons, à habiter le territoire ici? Est-ce que nous allons continuer à laisser la population, justement, vivre sur le territoire, disons, comme ça? Alors, je pense que nous supposons, justement, réduire les risques, mais aussi réduire le niveau de vulnérabilité. Et pour nous réduire le niveau de vulnérabilité, il faut que nous décidions d'habiter le territoire là autrement. Habiter le territoire là autrement veut dire que ça, il faut qu'on ait l'autre répartition de la population sur le territoire et il faut qu'on ait l'autre occupation de l'espace. Là, je me dis, il faut qu'on ait l'autre occupation du territoire, ça veut dire, il faut que nous disions, c'est 27 750 km² qui s'en a fait avec. Comment on a réparti les services sur le territoire, comment on a réparti les activités sur le territoire, comment on a implanté justement les infrastructures, les équipements et qui permettent que nous, en quelque sorte, construire ça nous capable le bien-être collectif, nous construire ça le bonheur collectif parce que en dehors de ça, nous ne sommes pas capables justement aboutir à un pays développé, à en quelque sorte un développement durable. Parce que c'est deux barrières que nous supposons faire qui permettent que par rapport à ça, nous vivre comme drame, par rapport à ça, nous vivre comme crise, il faut que nous justement reconnaître que le rapport que nous développons avec le territoire là, donc il mettait nos situations justement inconfortables dans le sens que donc l'haïtien justement pas en quelque sorte bonheur lui, pas réussite lui, pas justement bien-être lui par rapport au milieu espace côté que la peut évoluer. Et les disons citoyens à vivre comme ça, et bien donc qui ça s'appelle ben pour gagner justement dans le comportement individuel, il parle disons comme un monde qui en quelque sorte attend le bon moment pour partir et c'est pourquoi dans tête disons jeune je dis là il dit attendre un bon moment pour laisser le pays, soit pour le Chili, soit pour le Brésil, soit pour, en quelque sorte, la République dominicaine, les États-Unis, le Canada, etc.
première ressource pour un pays développé, c'est les ressources humaines. Quand maintenant toutes les compétences du pays, quand tous les cadres du pays, disons, appelés CIL, et OK pour d'autres choses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien donc, le pays pour aller justement, pour aller plus sous-développer, pour aller plus en quelque sorte mal, parce qu'on n'a pas bien des bras utiles pour en quelque sorte agir, mais aussi pour transformer le milieu. Donc je crois que faut gagner ça au lieu de politique migratoire qui est développée et pour en quelque sorte permettre que les jeunes nous encadrer, mais empêcher que continuent justement à quitter le pays pour y aller parce que les aller c'est des ressources que nous avons perdues et certaines fois c'est des ressources qu'on prend 10, 15, 20, 30 ans pour construire. C'est-à-dire pour en quelque sorte produire et pour un bon matin on les vaut perdu. Effectivement. Donc parce que là nous pas gain intérêt. J'entends parler tout à l'heure sur question, il faut nous réconcilier avec le territoire, nous, façon nous habiter le territoire, façon nous vivre et puis nous concevoir le territoire. Moi-même, pour un exemple, dernièrement, je peux recevoir deux personnes qui ont fait naufrage dans le flyboat et qui ont sorti carrière pour aller à la Gonavla. Et puis, je me rends compte que nous sommes un peuple qui a un très mauvais rapport avec Bolan-Mer. Parce que je regarde dans l'autre pays, côté Malais, je vois que nous fait cas de Bolan-Mer. Généralement, c'est des espaces que vous prenez soin et que c'est des espaces que vous utilisez, vous mettez à profit, et vous faites comme. Donc, moi-même, ici, Bolan-Mer, nous laissons à la dérive comme ça. Et alors que nous sommes peuple qui vivent sur un morceau d'île. Donc, ça capable peut-être aussi entrer dans le cadre de reconsidération à parler pour que nous réconcilier avec le territoire. Je pense que les fondamentaux, les approches que faire, les permettre que je approfondisse ça dans Dieu Sami. Qu'est-ce que ça gagne? C'est que dans tous les pays, qu'est-ce qu'on fait? On définit les vocations de l'espace. C'est-à-dire les différentes parties du territoire. On dit que qui ça, chaque partie du territoire a comme potentialité, comme vocation. Et à partir de ça, on peut faire ça relais, soit on fait zoning, mais on fait ça relais. Il fait ça la délimitation, il fait ça le découpage territorial. Là, on fait justement découpage territorial en termes d'aménagement du territoire. Donc, ça va permettre que donc définir le territoire là en termes justement de répartition des activités, mais en termes d'utilisation. Parce que je parle dire que, mais qui zone agricole, qui zone air protégée, qui zone résidentielle, qui zone café tourisme, zone touristique, qui zone qui gagne ça veut dire les patrimoines à protéger, etc. Donc qui permettent que nous aboutir à ça. Qui zone tout pour faire commerce, parce que aujourd'hui, on a l'impression que tous les pays, et Port-au-Prince en particulier, sont vaste marché. Un centre commercial à ciel ouvert. Donc, justement, donc là, ça va permettre que là, on définit vocation, différentes parties du territoire, là, et bien ça parle bon, au final, un développement harmonieux, un développement équilibré du territoire. Mais en Haïti, nous avons deux problèmes majeurs. Premier problème, c'est un problème de centralisation. C'est-à-dire que tout est centralisé au niveau des villes principales, des centres urbains, notamment Port-au-Prince. Et c'est pourquoi on parle dans le cadre de Port-au-Prince, la macrocéphalie urbaine, c'est-à-dire un mal développement. Et c'est pourquoi, donc, en matière d'aménagement, parce que dans le cadre de Port-au-Prince, on a utilisé ce qu'on appelle une stratégie de freinage. Freiner le niveau, justement, à quel rythme que les Port-au-Prince, justement, a développé. Donc, tu as supposé aussi utiliser la stratégie de relance pour, en quelque sorte, relancer, inciter, c'est-à-dire le développement au niveau des autres régions du pays pour, en quelque sorte, faire que, disons, Port-au-Prince pas continuer recevoir de monde qui croit que c'est seulement Port-au-Prince qui est capable justement de venir pour gagner accès à certains services, mais pour gagner accès au minimum de bien-être. Parce que, et dans le cas ça, il faut que justement nous arrivions à comprendre que la question de développement supposée prend le territoire dans sa globalité. Et c'est pourquoi en matière d'aménagement, il faut pas utiliser ça, le SNAP, le schéma national en aménagement du territoire, qui permet que nous définissons, ça a une grande vision, nous définissons justement le territoire en termes justement de développement, en termes d'aménagement de façon globale. Et SNAP justement, sur le long terme, ça veut dire le territoire haïtien doit être projeté. Il me dit ça quelque part. Donc, nos bons problèmes en Haïti, c'est que le territoire haïtien n'a jamais été projeté.
ajouter. C'est-à-dire, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous pas jamais justement dit que ça n'a fait avec l'ensemble du territoire. Nous étions à Port-au-Prince, nous avons on avec l'autre, nous avons justement pour le pouvoir, nous avons pour des privilèges, nous avons pour des opportunités, nous avons justement pour des miettes. Mais cependant, nous pas jamais en quelque sorte inscrit dans une dynamique, je dirais, de développement intégral, de développement global du territoire et qui permet que nous dit les 10 départements, l'ensemble des communes, l'ensemble des sections, l'ensemble des quartiers, l'ensemble des habitations qui, en quelque sorte, stratégie, mécanisme que nous avons mis en place pour permettre que, disons, donc l'ensemble des parties du territoire bénéficient, ça a les flux de la croissance. Bon, en Haïti, nous n'avons même pas de croissance, donc actuellement, c'est-à-dire la croissance économique est négative. Donc ça veut dire quelque part, même ça qui gagne, et comme ressource là, donc c'est à peu près ce que l'était. Ça veut dire nous ne produisons pas de richesse, nous, en quelque sorte, et même pour le tout. Ou gagnent des périphéries et urbaines qui ont même exclu de richesse ça tout. D'ailleurs, c'est une raison qui fait nous un village de Dieu, nous avons Canaan, nous avons toute prolifération de gangs. Non, justement, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je dis quelque part, en Haïti, le territoire haïtien est constitué de deux mondes. Il y a le monde rural et le monde urbain. Mais c'est deux mondes qui sont malades. Le monde rural est malade et le monde urbain est malade. C'est-à-dire deux mondes qui sont malades. Côté que, le monde rural est malade parce que c'est un monde qui est exclu depuis l'indépendance. Parce que les paysans, les ruraux n'ont jamais justement bénéficié d'aucun service. C'est-à-dire n'ont pas été pris en charge par l'État central. Après, ils sont victimes de tout le pouvoir qui passait. Ils ont toujours gagné ça, le code rural. Côté que, ils ont attaché les paysans à la question de la terre, ils ont exploité. Et on parle que, donc, depuis, disons, si on prend, disons, période récente, depuis l'occupation américaine jusqu'à nos jours, après que, disons, paysans obligés d'utiliser la migration, non seulement obligés à abandonner la terre, et puis donc ils sont obligés de fuir le milieu rural, soit disons pour l'extérieur et puis aussi pour les grandes villes, notamment disons Port-au-Prince. Maintenant, là on vient au niveau de Port-au-Prince, ce que ça va faire, étant donné qu'il n'y a pas de moyens pour habiter les quartiers chics, les zones résidentielles, ils ont habité les périphéries, et ça parle de Cité Soleil, qui parle de Canard tout récemment après le tremblement de terre, qui parle de Village de Dieu, qui parle de Matissan, qui parle de ça l'ensemble des bidonvilles qui ceinturent, mais qui ceinturaient ça au capital. Maintenant qu'ils sont au mal développement, les villes, extension ville, pas faites de façon ordonnée, pas faites de façon planifiée. C'est-à-dire qu'on a un désordre en termes d'occupation du territoire, on a un désordre en termes d'extension, de développement des villes, et qui parle justement un véritable, disons, désordre en termes d'occupation du territoire, et qui parle aussi gagner de gros impacts, sur fonctionnement violent, mais qui parle aussi d'un impact sur fonctionnement individuel. D'ailleurs, après, je veux dire là. Donc, nous avons des zones qui sont des zones criminogènes, nous avons des zones justement qui privées d'un ensemble de services. C'est-à-dire, il y a vu justement la violation de droits fondamentaux qui ont gagné, les droits socio-économiques, parce que, nous n'avons pas accès au logement, nous n'avons pas accès, disons, à la santé, au potable, nous n'avons pas accès à la santé, nous n'avons pas accès à l'éducation, nous n'avons pas accès à loisirs. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont déshumanisés. C'est des gens en quelque sorte qui, je dirais, qui en quelque sorte dépourvus d'un ensemble de services et qui peuvent en quelque sorte développer des comportements qui allaient à l'encontre des normes, de principes établis. Et vous dans ce livre, vous ne faites pas non seulement épingler les politiciens qui sont responsables de ce fait, vous épinglez également les agents de socialisation. Carrément, parce que moi, je dis un bagage, Samy, il y a un ensemble de textes là, c'est des textes qui essayaient justement d'aborder les problèmes. Par exemple, j'ai un texte qui s'appelle « Et si on fait comme si ?» Donc, si on fait comme si, c'est un texte qui aborde les problèmes qui se passent au niveau des quartiers actuellement. Parce que si on fait comme si, c'est une invitation aux autres, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent et disons, aux autres acteurs au niveau, par exemple, de la société civile. Maintenant, pensez que, disons, je veux dire même avant, Samy, nous avons habité Grand-Ville, nous avons habité Village de Dieu, nous avons habité Cité Soleil, nous avons habité, par exemple, Matissan. Zone probablement qu'avant nous avons ascension sociale que nous avons habité. Non, mais justement, moi-même, avant, disons, le pouvoir de Jovenel, je me monter Matissan. Non pas que Matissan, que Foucault a dirigé, je ne pas son journal là. Mais là, il y a un bel espace en l'air, pour que on va respirer l'air à l'état pur. Donc, mais qu'on est là, donc à cause de sécurité, on vient justement pas qu'à monter en l'air. Longtemps, dès qu'on réunit avec les ligues des pasteurs au niveau du Village de Dieu, on réunit avec pasteurs, ligue des pasteurs au niveau, disons, de Cité Soleil, pour question bourse
d'études, ok, que nous connaissons dans l'Université Novatrice d'Haïti, ok, nous on est réunis avec la Ligue des pasteurs, on est à 20, 30, 40 pasteurs, ok, on va essayer maintenant montrer qu'il y a pas de contribution qu'on est capable de porter à jeunes, dire bon, étant donné que les jeunes souvent ont des difficultés pour rentrer à l'université, mais qui ça que nous offre, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est des espaces qui étaient accessibles. Il fut un temps, ok, à tout le monde, mais en un rien de temps, toutes zones ça tournaient des zones de non-droit et des zones justement pour que des frères et de se s'entretuent. D'ailleurs, moi, je me dis que quelque part, il faut justement saisir cette problématique-là, à savoir pourquoi, disons, côté que nous sortis, que nous arrivons justement là. Parce que quelque part, il y a une déresponsabilisation totale, en quelque sorte, de nos responsables, de nos dirigeants, qui, en quelque sorte, pas imprégnés de problèmes que nous vivons là, pour, en quelque sorte, permettre que nous construisons ça, le vivre ensemble, nous construisons ça, le bonheur collectif, nous construisons ça, la véritable solidarité qui permet que nos problèmes ne pas non de façon partisane, ne pas de façon clanique, ne pas disons de façon, je dirais, d'intérêt de groupe, mais nous voyons justement de façon désintéressée qui permet que, donc, on voit le pays d'abord, avant même de se voir. D'ailleurs, Émile Durkheim dit, dans la société de l'individu, je dis que dans une société, donc l'individu est habité par deux types de conscience. Il y a la conscience individuelle et la conscience collective. Je veux dire, quand la conscience individuelle prime sur la conscience collective, la société, justement, en quelque sorte, devient malade. Donc la communauté lit, en quelque sorte, mourir d'un individu et on vient un individu avec des comportements anormaux. Ça veut dire individu, il parle communauté, il parle société, mais il va être lié. On vient un individu qui est égoïste, égocentrique, un individu, justement, qui va être lié, et quel que soit pays, disons, l'a mourir, l'a détruit, ça n'a pas intéressé, parce que ce qui importe pour lui, c'est son bonheur, c'est sa réussite, c'est son bien-être, etc. Et je pense que dans le cas d'Haïti, ça n'arrive là, nous avons justement des individus, côté que la conscience collective, c'est-à-dire conscient qu'ils partagent entre eux-mêmes des intérêts communs, et qui fait que justement, donc, nous pagons certaines sensibilités par rapport à ça, nous vivons comme drame là, et qui était capable de permettre que nous portions des réponses par rapport à ça. Et c'est pourquoi, donc, à travers ce livre-là, par exemple, on sait le texte, j'ai un texte qui dit nous pouvons et nous devons le vouloir. Là, j'ai essayé de montrer comment nous sommes capables, en quelque sorte, Yes Weekend à l'Obama. Là, justement, donc, comment nous sommes capables de sortir dans ça, nous là, parce que pour moi, donc, tout ça que nous vivons là, donc, c'est nous qui mettons dans la situation que nous là, parce que je dis que l'homme est à la fois problème et solution, l'homme est à la fois malade et soignant, parce que, donc, quelque part, et ça, nous vivons là, c'est résultat action. Ok, action il y en a avec l'autre, action réciproque qui mettent là, parce que si mon auteur est encore Georges Simmel, je peux dire que les phénomènes sociaux prennent naissance, ok, donc à partir de rapports moun ak moun, c'est action, ok, en disant interaction individuelle qui parle de ça les phénomènes sociaux. Ça en termes de sécurité, en termes de banditisme, en termes de pauvreté, etc. C'est rapport mon monde qui bali. Donc quelque part, si nous avons besoin de sortir dans ça nous là, il faut nous redéfinir rapport et il faut que nous justement comprendre que nous supposons agir autrement, mais nous supposons en quelque sorte, je veux dire, redéfinir façon que nous cohabiter l'un avec l'autre et façon justement que nous fonctionné l'un avec l'autre. Mais il y a un texte que m'essayer, un texte fondamental dans le là qui dit que faire de tous ces morts qui vivent encore. Et à travers ce texte-là, j'ai essayé de poser le problème d'analphabétisme politique. Parce que pour moi, donc là-dedans, et pendant qu'on t'a parlé, la question, disons, les agents socialisateurs, comment ils ont participé dans la fabrication des morts politiques en Haïti. Parce que pour moi-même, ils ont formaté l'esprit nous avec question politique. Que ce soit la famille, que ce soit l'église. Que ce soit l'église, sur la média, que ce soit l'école, etc. Il y a une perception que peut-être justement rien de la politique. C'est comme quoi la politique, c'est quelque chose à éviter. Et du tout pas. Parce que donc, ça fait de nous des analphabètes politiques. Et il y a un auteur que je cite, qui c'est Bertolt Brecht, qui dit que pire, disons, de tout analphabète politique, c'est lui qui est plus mauvais. Parce que donc, il n'est pas connu que prix chemise que le mettait, prix veste, prix mamie dirée, prix mamie de poil, ils dépendent des décisions politiques. Donc, quelque part, j'essaie justement de poser le problème d'analphabétisme politique. Par exemple, j'ai un texte qui s'appelle Haïti a-t-elle un problème de monité? Là, j'ai essayé de poser le problème de rapport entre l'individu et la société, parce que là, je prends justement l'individu dans le cadre
dans le cadre justement de l'approche constructiviste. Moi, je peux regarder l'individu comme en quelque sorte un construit social, comme un produit social. Et là, je vais questionner ça, les moules sociaux. Moules sociaux, ça n'est qu'un agent socialisateur. Parce que pour moi-même, là, on a posé problème dans la société, ne pas qu'à poser de façon isolée. Il faut regarder l'origine mounio, racine, côté au sorti. Moi, mais on parle de monitaire parce que moi, certain que mon camarade Enoch Franklin, qui sont anciens étudiants de l'école normale supérieure, qui a écrit un livre qui s'appelle Monde démonisé, côté théorisé pour la première fois le concept monité en créole. Je pense que Enoch Franklin pensait qu'il a fait école comme ça, il a fait travail ça et à travers les textes il écrit Monde démonisé. Oui, justement. Donc, parce que là, ça, je pense que c'est un concept que de plus en plus on a utilisé. Oui, oui. Par exemple, un artiste qui chantait ça, et dit le monde, comment il est encore. Et il semble habillé ici même par contre. Non, il va habillé ici. Ok, donc moi les nouveaux, moi monsieur qui chantait pour maman okay. Et monsieur qui a des textes assez intéressants. Bref, maintenant agent de socialisation qui ont interpellé et Saint-Tony Fanfan, la presse fait partie de eux tout et ou critiquer la presse là tout comme étant une institution qui participait à fabriquer mort politique. Bon, justement, parce que laissez-moi vous dire, moi-même, moi étudié en quelque sorte communication sociale, je travaille dans les médias, je fais expérience dans la radio, en Amet FM, et moi j'ai donc participé dans l'émission à la découverte des talents dans RTK, Radio Télécombit et à Cap-Haïtien. Et les médias ont un rôle fondamental à jouer dans la société. Parce qu'ils ont considéré les médias aussi comme agents socialisateurs. Ça veut dire qu'ils ont un rôle pour être capable de jouer dans l'intégration, dans la socialisation. Parce qu'après, les médias ont attribué un ensemble de fonctions. En dehors de trois fonctions qui sont souvent citées, qui sont fonctions d'information, fonctions de distraction, fonctions, disons, d'éducation, etc. Mais il y a d'autres fonctions, peut-être qu'il n'y a pas souvent parlé. Les médias ont une fonction de transmission de l'héritage social. Les médias ont une fonction politique. Ok, ils ont une fonction politique, mais ils ont une fonction d'intégration. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être capable de participer dans intégrer individu par la transmission des valeurs, des normes, des principes, qui permettent que nous aboutir à ça, la véritable cohésion sociale, la véritable solidarité et qui permettent que nous construisons ça, le vivre ensemble. Et particulièrement la radio. Évidemment. Maintenant, ce qui arrive, comment les médias ont participé à la fabrication des morts politiques? Un discours, discours qu'a véhiculé dans les médias, surtout par rapport à de monde qui a pu recevoir, parce que les médias, celui qui a alimenté, ça a espace public. D'ailleurs, on connaît que en communication politique, les médias, lycéens, l'espace public si cher à un écrivain comme Habermas. Il y a Habermas, ou bien Dominique Walton, ou bien disons et Philippe Breton, un paquet de disons auteurs qui théorisaient sur question ça. Alors dire que dans trois caractéristiques de communication politique, donc journaliste ou bien médias, lycéens, ça veut dire donc et Jean maintenant yo présenté question politique là, genre vendre politique là disons dans les médias, li porter moun yo à peur politique parce que dans la regard des politiques là disons comme par rapport à la violence, par rapport à la menace, par rapport à l'assassinat, par rapport à tout ce qui est sale, par rapport à tout ce qui est obscène, etc. Eh bien, Kukuba, traite, etc. Eh bien, qu'on a là, ça portait justement mon yo à de plus en plus à moins intéressé à la question politique. Moi-même dis que faut qu'on l'autre discours, faut qu'on l'autre approche pour déconstruire cette image de la politique, cette façon de percevoir, de présenter la politique, parce que politique là donc qui rentre dans le cadre de gestion de la cité, administration de la cité, qui rentre dans la question construction de bien-être, de bien-être pour tous. Donc il supposait justement et il supposait en quelque sorte faciliter l'intégration des personnes intègres, des personnes compétentes, des personnes justement qui sont capables de participer bien sûr à développement pays. Donc là, je pense que quelque part, donc médias, en quelque sorte participer dans la fabrication des mots politiques, c'est par rapport justement à type de discours qu'a véhiculé à travers les médias, par rapport à type, je dirais, de acteurs que la vonnent
parce que moi, je parle avec Valérie Numa, ok, n'a invité du jour. Nous avons essayé justement d'aborder des questions. C'est-à-dire, l'aime parler de médias qui participaient dans la fabrication des mots politiques, ces fois, les médias fait de façon inconsciente. Il n'est pas même conscient à quel niveau que l'y impliqué dans vendre une image de la politique et qui pas forcément ça, parce que politique là, ils sont sciences. La politique est une science et en quelque sorte, il n'est pas supposé justement envahi ou accaparé par des affairistes, par justement des personnes qui, en quelque sorte, font de eux des acteurs politiques, des militants politiques seulement par l'audace, ok, et pas, en quelque sorte, des discours, ok, des discours justement qui divisent, des discours qui incitent à la violence, et des discours, parce que moi, je dis ça. L'autre Haïti que nous avons besoin, à dire Haïti tout neuf ou bien la nouvelle Haïti, il n'est pas qu'à faire dans la division, nous pas qu'à avoir un discours qui en quelque sorte chita sous un ensemble de capables et la fracturer société à davantage, comme si en question de nègre en haut, nègre en bas, nègre en dehors, nègre la ville, ok, mulat, noirs, bourgeois, mon en bas, la masse, etc. Je sais que, disons, les problèmes doivent être posés autrement parce qu'avec l'ensemble de ces fractures-là, on ne peut pas capable de justement construire, ça ne capable de la véritable solidarité, la véritable communauté que nous avons besoin pour assurer ça, le bien-être collectif, le bonheur collectif. Parce que c'est normal, il n'est pas normal qu'on vit justement dans un pays avec beaucoup d'inquiétudes et on vit dans un pays justement avec beaucoup de haine, la haine de l'autre, la méfiance de l'autre. C'est-à-dire quand je te vois, donc je te méfie, je te hais, donc parce que disons tu n'es pas de la même couleur que moi, tu n'es pas de la même classe que moi, etc. Donc pour moi-même, l'ensemble de ces fractures, l'ensemble justement de ces strates, de ces clivages, font qu'à justement dépasser, qui permettent que nous, en quelque sorte, aboutir, bien sûr, à une autre société, une société qui est sur l'inclusion, sur la participation, sur, en quelque sorte, je dirais, sur la justice sociale et qui permet que donc nous avons une société plus ou moins équilibrée et qui permet que tout le monde est capable de se sentir à l'aise. Je vais retourner sur ce que dit tout à l'heure comme ça, mais pendant que tu as parlé de responsabilité médias et comment les médias eux-mêmes participent à créer, soit même relais des morts politiques là. J'ai invité dans une émission pour nous parler de médias parce que moi-même, on fait ça tout, critiquer et les médias, c'est pratiquement une approche introspective, c'est-à-dire que on va critiquer le propre métier que vous-même on peut exercer. Et puis, les journalistes ont dit que les médias ont fabriqué des monstres politiques, permettent de gens venir prendre la parole et puis ils viennent des monstres politiques. Moi, je dis, monsieur, même pire, moi, constaté, je dis que non seulement les médias par le passé fabriquer des monstres politiques, les médias eux-mêmes ont des monstres politiques pour contre par eux. Donc, ça, c'est une réalité que il faut attirer l'attention au monde sur lui parce que les médias, ils viennent directement sur le terrain politique là et ils campent en monstre politique tout. Même avec monstre politique qui ont été fabriqués avant eux. Je pense que le problème, il faut l'aborder de façon sérieuse. Et je pense qu'il est très complexe parce que je ne dis là, on laisse aller dans le genre, disons, presse là fonctionner. Et je pense que je parlais de 3 types de presse. Là, qui a un problème, c'est la presse à sensation, la presse plaisir et la presse paresse. Donc, parce que pour moi-même, ces 3 types de presse, ils ont posé de gros torts à la société, dans le sens que ne pas permettre que la presse joue le rôle qu'elle supposait jouer. Parce que dans une société démocratique, la presse est considérée comme chien de garde. Les journalistes même sont considérés comme chien de garde de la démocratie. C'est-à-dire, c'est là pour surveiller et permettre que justement toute bagaille faite dans la transparence et toute bagaille justement faite, disons, et suivant les normes et suivant les principes. Mais si on regarde, après que presse justement laisser le prendre, nos pièges côté que lui en quelque sorte pas Dieu puisse considérer comme étant les chiens de garde du système. Bon, justement, les chiens de garde, c'est-à-dire maintenir le statu quo, maintenir justement le système établi. Même parce que, et me dit ça dans le texte, que la presse est capable du pire, ok, et en quelque sorte du meilleur. C'est-à-dire, il a fait un pile tort, comme ça, il a fait un pile bien. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau, c'est ok, donc à double tranchant. Donc ça veut dire parce que l'homme a un micro ou une caméra, ok, qu'on va utiliser, il faut qu'on ait que qui dégâts qu'on est capable justement. Ou bien 2 fois plus responsabilité qu'un monde qui lui-même pas gagné et position, ça, à savoir position pour le micro, pour la parler, pour la influencer en quantité de monde. Ben justement, même moi, l'autre Haïti, les médias
si les médias ont le rôle que supposé jouer pour construire ça, les véritables faisceaux, véritable synergie, véritable tête ensemble, véritable combat pour me répéter comment elle est et Odette Wafombre qui toujours parlé de combutisme pour nous construire ça le véritable combat national parce que les médias ont en quelque sorte partie prenante dans ça et permettre que donc gain des bagages que nous surpasser nous transcender parce que moi je dis ça mais ça qui constitue comme véritable justement en quelque sorte barrière OK c'est parce que nous en quelque sorte inscrits dans nos logiques justement de nous inscrivons justement dans la logique côté que nous toujours à chercher des boucs émissaires, nous toujours à chercher justement en quelque sorte de responsables et certaines fois qui ne sont pas en quelque sorte responsables. Bon politique, je veux dire là, de déresponsabilisation. De rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et OK, en quelque sorte de mettre faute là sur l'autre. Parce que là, nous supposons transcender. Et en quelque sorte apprendre à responsabiliser tête nous et en quelque sorte reconnaître que côté que nous fait, côté que nous péchons et côté justement nous faire. Et pour me répéter auteur que Leonardo da Vinci, je dis que la folie c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Ça veut dire si nous continuons à répéter même bêtises, même erreur, on garantit nous pas sortir dans ça nous là. Qui te retourner en tout cas sur on va te dit tout à l'heure, à savoir que nous ne pouvons pas connaître l'autre Haïti, un pays développé, un pays qui prospère et qui fait bon de vivre si nous toujours continuons dans la logique ring-hang, chez manger chien que nous ayons et qu'à un moment de la durée, il faut qu'il y ait une entente nationale, etc. Il y a un danger dans le discours ça. Et le danger, c'est un discours qui t'a comme si l'âme de dire que bon, ok, les gens qui te fait mal à pays, on passe éponge sur ça. On nous fait entente, etc. Même pas c'est ça qui t'a plus important et qui t'a premier pour aller vers l'entente. Ça, c'est que faut que tu aies gagné, ça ne déclare une justice qui donne à peuple ça, en reddition de compte. Pour les gens qui te fait tort, même ils battent l'estomac, ils disent mais à culpa, mais à maxima culpa. Ou bien pour les gens qui doivent payer parce que même ils fait trop tort à payer ça, que ils payent. Et c'est à partir de là, je pense que nous allons partir sur de nouvelles bases. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Samy. Et alors, là, on parle de questions en tant nationale, bien parler de synergie, de faisceau, etc. Le problème qui gagne, c'est que si nous ne sommes pas d'accord que nous partageons un intérêt commun, nous ne va pas aller nulle part. C'est-à-dire reconnaître que Haïti, c'est notre patrimoine, c'est notre bien commun, c'est ça que nous partageons, c'est notre héritage. Et moi, garantis, donc c'est ça qui fait que nous faisons appel à la jeunesse dans ce texte, alors dans cette publication, nous faisons appel aux adultes. Parce que les maps mourir, il faut me dire que ça va quitter pour les générations à venir. Parce que les jeunes aujourd'hui, là, donc ma vie, je suis professeur, etc. Mais il faut me dire, donc, qui ça moi-même, les malais, qui ça va quitter pour tout le monde, qui vient pour venir là-haut, donc pour génération, qui vient pour faire tout. Donc, ça veut dire l'intérêt commun que nous partageons, de fond d'accord maintenant quelque part. Donc, nous supposons justement, je n'en accord, je n'en consensus. Et c'est ça, Dugan Abemas, qu'il dit que dans une société démocratique, donc, il faut qu'il y ait ça, le consensus. Il faut qu'il y ait entente et il faut qu'il y ait ça, de possibilités pour gagner ça, la complicité, ça n'est la complicité positive. Mais on a pas qui gagne, c'est que pendant que nous avons prêché, ou bien nous en quelque sorte apprenons ça, les tête à tête, vivre ensemble, etc., il faut nous en quelque sorte admettre tout, en quelque sorte qui commettent justement des dérives. Ok, il faut qu'ils prennent justement pour répondre. Donc ça c'est tout à fait normal. Et je prends un pays comme Rwanda. Rwanda c'est ce qu'il avait fait. Donc avant même que pour Rwanda, je dis après le génocide, donc il y a institué un tribunal, ok, tout le monde justement qui te commettent, capable de dire que tu es responsable de la question du génocide là, il y a en quelque sorte jugé, et fait en quelque sorte payer, etc. Et ils mettaient en quelque sorte un système pour compenser les gens qui étaient victimes. Parce que donc ça permet que, eh bien, qu'on a là une société qui est sur question de justice sociale et qui permet que Rwanda s'allie jeudi là. Donc tout le monde apprend Rwanda comme référence pour l'Afrique, etc. Et même en référence pour le monde. Après, un génocide, côté il y a près de millions de monde qui mourent. Et pour regarder où est société, où est pays enlevé. Parce que de même pour Haïti, donc ça veut dire si maintenant. L'Afrique du Sud te fait la commission de vérité. Okay, évidemment. Donc, il y a un paquet de pays qui ça a fait. La République dominicaine l'avait fait, ok, donc avec Balaguer, ok, avec Peña Gomez, etc. Donc, il arrivait justement, jeune, ça a un pacte. Un pacte côté que, il arrivait justement mettre les pays d'abord.
l'intérêt du pays d'abord, ok? Donc avant intérêt de clan, intérêt de parti, intérêt de groupe, il y aurait le pays d'abord. C'est-à-dire, je ne dis là, il faut dire que, donc par rapport à tout ça qui a divisé, par rapport à tout ça qui est capable, en quelque sorte, de créer différence par rapport à nous-mêmes, il faut regarder le pays. Et je pense que c'est ça qui permet que, justement, nous jouons en tant que jeunes consensus pour être capable de sortir pays dans ça. Mais il y a un travail qui est supposé faire, le dépassement de soi, dépassement justement en quelque sorte d'intérêt de clan, de parti qui permet que problème paysan, donc nous aborder de façon sérieuse, de façon désintéressée et qui permet que donc nous en quelque sorte chita toute ça l'affaire sur question de justice parce que moi-même je dis que on ne peut pas construire un pays dans l'impunité. Parce que si maintenant ou en quelque sorte ou institue un système qui chita sur l'impunité, donc ou pas besoin capable de rêver, de permettre que mon assumer responsabilité, mais aussi en quelque sorte permettre que lui payer pour qu'il commette, justement pour dérive qu'il commette. Définitivement. Vous allez organiser une vente de signature pour ce livre et vous invitez les jeunes, la communauté universitaire, toute autre personne intéressée à venir faire l'acquisition de ce livre. Oui, évidemment. Donc, Samy, alors ce livre sera en vente, en signature, disons ce dimanche-là, 6 juin, disons à l'hôtel Caribé, de 1h à 6h. Donc tout le monde est invité au prix de 750 gouttes. C'est pas trop cher pour venir encourager justement cette réflexion, mais aussi pour pousser. Réflexion ça peut loin et qui permet que non seulement le capable puiser à travers l'ensemble des textes, parce que c'est 43 textes, ou après que nous faisons toute émission là, peut-être sur environ 5 ou 6 textes dans le livre ça. Donc ça veut dire c'est un livre qui est très riche en termes de réflexion, mais aussi qui permet que nous avons l'autre regard. Vous alternez aussi des textes de réflexion et des poèmes. Évidemment, parce qu'il y a 2 poèmes là-dedans qui c'est même la mort nous nous séparera. Donc c'est une façon pour m'exprimer sentiment patriotiquement, sentiment nationaliste comme moi mes pays, parce que quel que soit agent lié, parce que je toujours dis que je ne suis pas prêt à laisser Haïti. Donc, c'est-à-dire, je crois que Haïti a sorti dans sa liage. C'est-à-dire, je ne suis pas fataliste, non plus, je ne suis pas pessimiste. Et puis, le texte d'Haïti debout. Là, j'ai essayé de montrer comment Haïti peut sortir justement de cette impasse, comment il est capable justement camper. Donc, vous pensez que ce dimanche-là, à compter de 1h, donc on attend tout le monde pour capable venir retirer le livre ça à l'hôtel Caribé. Donc, parce que ce sera justement un moment côté que nous avons en quelque sorte bail, ça nous a la question de connaissance, question de réflexion, place que le mérité dans la société et aussi place que le mérité dans toute action et dans toute justement décision que nous prenons pour le pays. Merci Saint-Tony Fanfan, c'était un plaisir de vous avoir reçu à l'espace L'invité du midi. D'accord, plaisir partagé, c'est à moi de vous remercier, ça. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, nous mettons une fin à l'invité du midi pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous, à bientôt. Bye bye, au revoir.